Il avait ce courage-là, celui de chanter l'amour comme une promesse et de vivre l'amitié comme une épreuve. Johnny Hallyday et Michel Sardou, deux monuments, deux tempéraments que tout oppose et que la France a longtemps confondus sous une même étiquette, les derniers géants. Johnny, le corps en scène, l'excès assumé, la fragilité cachée derrière le cuir. Sardou, le verbe tranchant, l'ironie en bouclier, la lucidité qui pique. Ils n'étaient pas du même monde, et pourtant, ils se sont reconnus. Parce que parfois, l'amitié ne naît pas de la ressemblance, mais du respect. Pendant des années, on les a vus se croiser, s'estimer, se chambrer. Une proximité faite de coups de fil tardifs, de dîners où l'on parle trop fort, et de silences qui, eux, parlent encore plus. Ce n'était pas une amitié instagrammable. C'était une amitié d'hommes qui ne savent pas toujours dire « je tiens à toi ». Alors ils le disent autrement, en se provoquant, en s'évitant, en revenant. Mais il y a eu une cassure. Pas un scandale public, pas une rupture officielle. Plutôt une usure, une phrase mal entendue, une loyauté qu'on croit acquise et qui un jour se met à trembler. Chez Johnny, l'amitié n'était jamais un concept, c'était une fidélité viscérale. Chez Sardou, c'était une forme de liberté. On s'aime, mais on ne s'appartient pas. Deux définitions, deux manières de se blesser. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi à 74 ans, au moment où le corps lâche, où la pudeur devient inutile, où l'on n'a plus la force de jouer au dur? Parce que quand on sait que le temps se rétrécit, certaines choses deviennent soudain impossibles à porter. Et Johnny, dans les derniers mois, n'avait plus envie de laisser derrière lui des non-dits comme des dettes. Il ne cherchait pas la réhabilitation. Il cherchait la vérité, la sienne. Une vérité imparfaite, humaine, cabossée. Il y a aussi cette autre raison, plus intime. On ne parle pas toujours pour accuser. Parfois, on parle pour comprendre, pour remettre de l'ordre dans un cœur encombré, pour dire « je n'ai pas tout bien fait », et en face, reconnaître que l'autre non plus. Une amitié, ça ne se mesure pas à sa durée, ça se mesure à ce qu'elle vous coûte et à ce qu'elle vous laisse. Et au fond, la question n'est pas qui a tort, la question est qu'est-ce qui s'est joué entre eux quand ta gloire ne protégeait plus rien. Ils ne se sont pas rencontrés comme on le raconte dans les biographies bien rangées. Pas de scène fondatrice, pas de poignée de main mythifiée. Au début, il y a surtout une méfiance élégante. Deux hommes qui se regardent comme on jauge un adversaire possible. Johnny Hallyday, c'est la scène avant tout, la voix qui traverse le corps, l'instinct, le risque. Michel Sardou, c'est la phrase qui tranche, la maîtrise, l'art de dire ce que les autres n'osent pas dire et de supporter ensuite la tempête. Dans les années 60 et 70, ils avancent en parallèle, sur des routes qui ne se ressemblent pas. Johnny incarne un rock importé, réinventé à la française, une jeunesse qui veut brûler vite. Sardou, lui, s'installe dans un registre plus narratif, plus frontal, avec cette capacité à raconter la France telle qu'elle se dispute elle-même. Ils appartiennent à la même époque, mais pas au même langage. Et pourtant, le milieu est petit. Les plateaux de télévision, les coulisses de l'Olympia, les dîners où l'on s'observe avant de parler. À cette époque, il y a des rites, on se reconnaît, on se teste, on se provoque. Les chansons circulent, les rumeurs aussi. On commente les ventes, les tournées, les choix artistiques, les amours. Et surtout, on commente ce qu'on ne comprend pas chez l'autre. La première vraie proximité, elle naît souvent de quelque chose de simple. Une soirée, une table, un cercle d'amis communs. Un moment où l'on n'est plus obligé d'être Johnny et Sardou. Pas forcément une fête flamboyante. Plutôt un de ces dîners où l'on finit par parler franchement parce qu'on est fatigué de jouer un rôle. Johnny écoute plus qu'on ne le croit. Sardou observe plus qu'il ne le dit. Et au détour d'une phrase, il se découvre un point commun inattendu. Cette même sensation d'être enfermé dans une image. Johnny souffre qu'on le réduise à l'icône, au spectacle, au bruit. Il porte la légende comme un cuir trop serré. Sardou, lui, en a assez qu'on lui colle une intention à chaque mot, qu'on transforme ses chansons en procès permanent. Deux hommes attaqués différemment, mais atteints au même endroit. L'impression que le public prend sans demander et juge sans connaître. C'est souvent là que commence une amitié, au moment où l'on comprend que l'autre aussi paye le prix. Pas le prix en argent, le prix en solitude. Il y a entre eux une forme de respect immédiat. Johnny respecte la tenue, l'aplomb, la capacité de Sardou à rester debout quand la polémique gronde. Sardou respecte la puissance de Johnny sur scène, cette manière d'absorber une foule et de lui rendre quelque chose d'organique, de vivant.
Ce respect-là est essentiel, parce que leur complicité ne sera jamais une tendresse démonstrative. Elle sera une alliance tacite. Je sais ce que tu traverses. Et puis il y a l'humour. Chez Sardou, un humour de défense, parfois mordant. Chez Johnny, un humour plus enfantin, plus direct, qui désamorce la gravité. Il se taquine, il se pique, il joue à se contredire. On pourrait croire que c'est de l'agressivité. En réalité, c'est une manière de se rapprocher sans l'avouer. Mais dès le départ, il existe aussi un malentendu silencieux. Johnny a besoin d'une fidélité presque familiale. Quand il ouvre la porte, il veut savoir qui reste quand la musique s'arrête. Sardou, lui, n'aime pas les liens qui enferment. Il tient à sa liberté de parole, à sa distance. Il peut admirer et critiquer dans la même phrase. Pour certains, c'est une élégance. Pour d'autres, c'est une trahison potentielle. Et Johnny, lui, retient. Il retient tout. Il ne répond pas sur le moment. Il laisse passer, il sourit, mais il enregistre. Comme si, dès cette rencontre, il y avait déjà une question en arrière-plan. Est-ce que je peux vraiment compter sur lui? Sardou, de son côté, comprend vite que Johnny n'est pas seulement une star. C'est un homme vulnérable sous une cuirasse. Cette vulnérabilité, il la respecte, mais il ne sait pas toujours comment la manier. Il peut la frôler sans vouloir la blesser. Et parfois, frôler suffit à faire mal. Alors la rencontre n'est pas un coup de foudre amical. C'est un rapprochement progressif, fait de conversations, de croisements, de signes discrets. Une amitié qui se construit comme on construit une confiance, lentement, avec des épreuves minuscules, des mots qu'on se pardonne, des absences qu'on explique à moitié. Et déjà, sans qu'ils le sachent, une chose se met en place. Leur relation ne sera jamais simple. Elle sera vraie, parfois chaleureuse, parfois rugueuse. Une amitié à l'image de deux carrières immenses, brillantes et cabossées. À un certain moment, la gloire cesse d'être un sommet. Elle devient un climat. On n'y arrive plus, on y survit. Et c'est précisément dans ces années-là, quand tout semble réussi, quand les salles sont pleines, quand les chansons deviennent des repères nationaux, que Johnny Hallyday et Michel Sardou se rapprochent vraiment. Ils ne sont pas de la même famille musicale, mais ils appartiennent à la même catégorie rarissime, ceux dont le nom seul remplit une affiche. Johnny, c'est le spectacle total, la scène comme un ring, le chant poussé jusqu'à l'épuisement. Sardou, c'est le récit, la provocation parfois, la capacité à poser des mots sur des tensions collectives. L'un s'offre au public par le corps, l'autre par la phrase. Et pourtant, ce qui les unit alors, c'est l'expérience d'une France qui les regarde comme des patrimoines vivants. Une France qui réclame, qui exige, qui juge. Ils deviennent des repères, donc des cibles. À ce niveau-là, la gloire vous donne tout, sauf la tranquillité. Dans cette période, ils se croisent souvent, galas, plateaux, soirées du métier, grands rendez-vous médiatiques où l'on fait semblant d'être détendu. Ils échangent des mots en coulisses, parfois une poignée de main, parfois une remarque qui ressemble à une pique. Mais le plus important se passe ailleurs, loin des caméras, dans cette solidarité tacite qu'on ne formule pas, car ils savent ce qu'un artiste grand public encaisse. Le soupçon d'être trop populaire, donc suspect. Le mépris de certains cercles qui confondent le succès avec la facilité. Et inversement, la pression du public. Rester le même tout en surprenant, ne jamais décevoir, ne jamais faiblir. Johnny et Sardou, à cette époque, deviennent presque des institutions. Et une institution n'a pas le droit au doute. Johnny, lui, traverse des phases de combustion. Il se réinvente, il tente, il chute parfois, il revient. Il porte des histoires d'amour, des ruptures, des excès. Il change de peau comme on change de scène, toujours avec cette même obsession, ne pas mourir artistiquement. Sardou, lui, s'affirme, maîtrise sa trajectoire, assume ses controverses, ses paroles qui divisent. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche à exister sans se renier. Deux stratégies, un même prix, l'exposition permanente. C'est dans ces années-là qu'ils apprennent à se parler entre pros, mais aussi entre hommes. On s'appelle pour un détail, on commente une tournée, on félicite sans trop s'attendrir. Chez eux, l'affection se cache derrière le ton. On entendrait presque Sardou lancer d'un air faussement détaché « Alors, tu vas encore mettre le feu ?» Et Johnny répondre avec ce sourire qu'on devine « Toi, tu vas encore te faire des ennemis ?» C'est léger, oui. Mais cette légèreté est une armure. Parce qu'ils savent que s'ils parlent trop sérieusement, tout remonte. La peur de la faim, la fatigue, la solitude, le poids de l'image. Dans la gloire, il y a un paradoxe cruel. Plus vous êtes aimé, plus vous êtes seul. Johnny le vit dans la chair. Il est entouré, mais il doute. Il est acclamé, mais il se sent fragile.
Sardou, lui, se protège par la distance. Il garde une part de lui à l'abri, comme une réserve d'air. Et c'est là que les incompréhensions commencent à naître, doucement, presque invisiblement. Car Johnny, dans son système émotionnel, confond parfois proximité et loyauté absolue. Il attend des amis qu'ils soient là, pas forcément physiquement, mais moralement. Qu'ils tiennent la ligne, même quand on ne les voit pas. Sardou, lui, peut estimer qu'un ami n'a pas à se taire pour prouver sa fidélité. Il peut plaisanter, critiquer, s'éloigner, puis revenir, sans y voir une rupture. Johnny, lui, ressent les absences comme des abandons. Et pendant que la France applaudit, quelque chose se construit en sourdine. Une admiration réelle, mais aussi une tension latente. Comme si leur amitié, en pleine lumière, était déjà menacée par ce qui fait leur grandeur, leur liberté, leur ego, leurs blessures. Les années de gloire sont donc aussi des années d'apprentissage. Ils apprennent à se supporter, à se comprendre à moitié, à se respecter entièrement. Ils rient, ils se chambrent, ils s'évitent parfois. Ils savent qu'ils appartiennent au même monde, celui où l'on ne peut pas descendre de scène sans que quelqu'un réclame encore une chanson. Et c'est précisément parce que tout va bien en apparence que la suite sera si brutale. Car les fissures ne naissent pas dans le chaos. Elles naissent souvent au cœur même du succès, quand on croit que rien ne peut arriver, et que pourtant, tout devient plus fragile. Il suffit parfois d'une phrase dite trop vite pour abîmer 10 années de respect. Pas une grande trahison, pas une rupture spectaculaire, juste une petite entaille, au mauvais endroit. Et dans une amitié comme celle de Johnny Hallyday et Michel Sardou, les entailles comptent, parce qu'ils ne se parlent pas avec la douceur des gens qui s'expliquent. Au début, les fissures ne se voient pas, elles se sentent. Une invitation à laquelle on ne répond pas, un message laissé sans suite, un dîner reporté, puis oublié. Ce sont des détails. Mais les détails, dans l'univers de Johnny, deviennent vite des signaux. Johnny a toujours eu cette peur-là, être aimé pour ce qu'il représente, puis laissé seul quand il redevient un homme ordinaire. Il ne le dit pas, il le garde, et ce qu'il garde finit par peser. Sardou, de son côté, vit autrement. Il a une relation plus sèche au monde, plus cérébrale. Il peut disparaître, revenir, sans imaginer une blessure. Il peut penser qu'un lien solide n'a pas besoin d'être entretenu sans arrêt. Pour Johnny, au contraire, l'amitié est une présence, une preuve, une fidélité visible, même discrète. Mais alors, comment ça commence vraiment, cette distance? Il y a, d'abord, la parole publique, l'espace médiatique, ce territoire où tout se transforme en interprétation. Chez Sardou, la parole est une matière qu'il façonne depuis toujours. Il aime la provocation, le contre-pied, le trait d'esprit qui claque. Il parle vite, il assume. Parfois, il regrette, mais il n'en fait pas un drame. Johnny, lui, a une peau plus sensible qu'on ne le croit. Il ne supporte pas d'être réduit, moqué, caricaturé, même par un ami, surtout par un ami. Pourtant, Sardou a souvent fonctionné ainsi. L'amitié, chez lui, passe par la taquinerie. On pique parce qu'on est proche, on teste parce qu'on se connaît. Mais ce qui pour Sardou est un jeu peut devenir pour Johnny une humiliation. Il y a des hommes qui rient de tout, et il y a des hommes qui rient jusqu'à ce que ça touche une vieille douleur. Ce soir-là, ce n'est pas forcément une grande scène publique. C'est peut-être un moment anodin, une table, quelques témoins, une remarque. Et Johnny qui se ferme, un demi-sourire, un silence, une manière de dire « j'ai entendu », sans le formuler. Chez Johnny, le conflit n'explose pas, il se retire. Il quitte la pièce, parfois sans bouger. Il met de la distance à l'intérieur. Et là, l'amitié entre dans une zone dangereuse, celle où l'on suppose. Johnny suppose que Sardou sait. Sardou suppose que Johnny n'a pas pris au sérieux. Les deux se trompent. Et dans le métier, on n'a pas le temps. On court, on tourne, on enchaîne. On remet à plus tard la conversation qui pourrait tout réparer. Mais alors, il y a aussi autre chose, le regard des clans. Autour de Johnny, il y a toujours eu des cercles. Des proches, des managers, des amis historiques, des nouveaux venus. Des loyautés, des susceptibilités. Et dès que Johnny se sent blessé, l'entourage joue souvent un rôle. On protège, on filtre, on interprète. Il a dit ça, il a fait ça. Une amitié à ce niveau de célébrité n'appartient jamais uniquement à deux personnes. Elle passe par des intermédiaires, des rumeurs, des récits rapportés. Sardou, lui, déteste les cours. Il préfère le tête-à-tête, l'ironie, la distance. Il n'a pas envie de négocier avec un entourage. Et ce rejet
Johnny peut le lire comme une indifférence, comme si Sardou ne voulait pas faire l'effort, comme si, au fond, cette amitié n'était pas assez importante pour affronter les complications. Pourtant, la vérité est plus cruelle. Les deux tiennent à leur manière, mais aucun ne sait revenir correctement. Johnny attend un signe clair, une phrase simple. « Je t'ai blessé, je le regrette ». Sardou attend une réaction adulte. « Tu m'en veux ? Dis-le ». Et comme Johnny ne dit pas, Sardou se braque. Comme Sardou ne s'excuse pas, Johnny s'enferme. Mais alors, on commence à parler d'eux au passé, sans le dire franchement. On évoque leur relation avec des « avant ». Avant, ils étaient proches. Avant, ils se voyaient. Et ce « avant » devient une petite mort. Ce qui est tragique, c'est que les fissures n'annulent pas l'affection. Elles la déforment, elles la rendent méfiante. Elles font de chaque mot une menace possible. Et dans une amitié faite de pudeur et de fierté, la réparation demande une chose que ces deux hommes maîtrisent mal, la vulnérabilité. Et c'est là que l'on comprend la suite. Quand la crise arrive, quand la vie se charge de rappeler l'essentiel, les fissures deviennent un gouffre, parce qu'on n'a pas consolidé à temps, parce qu'on a laissé l'orgueil prendre la place du dialogue. Ce n'est pas la querelle qui détruit une amitié, c'est ce qui arrive après, quand la vie vous met au pied du mur et que l'autre n'est pas là comme vous l'aviez imaginé. Pour Johnny Hallyday, la crise n'est jamais seulement une affaire de mots. Elle devient physique, elle s'inscrit dans le corps. La fatigue qui s'épaissit, les rendez-vous médicaux qui se multiplient. Cette impression, sourde, que le temps n'est plus un allié, mais un adversaire. Et quand le corps commence à dire non, tout le reste s'éclaire brutalement. Les relations, les silences, les loyautés. Mais alors, où est Michel Sardou dans ce moment-là? Dans l'espace public, on ne voit pas forcément une rupture nette. Rien de spectaculaire, rien d'officiel. C'est précisément ce qui est le plus cruel, l'absence d'image, l'absence de preuves. Une amitié abîmée ne fait pas la une, elle se dissout. Elle se défait en coulisses, à travers des messages non envoyés, des appels qu'on reporte, des phrases qu'on se retient de prononcer. Et pourtant, pour Johnny, la crise a besoin d'un témoin. Pas d'un fan, pas d'un journaliste, d'un ami. Quelqu'un qui sait ce que vous êtes quand vous n'êtes plus invincible. Ce soir-là, dans les moments de fragilité, Johnny aurait voulu sentir ce signe simple. Je suis là. Une présence, même discrète. Une voix au téléphone. Une visite rapide. Un mot qui ne cherche pas à briller. Juste un mot qui tient. Mais Michel Sardou, lui, n'a jamais été un homme de gestes démonstratifs. Il peut respecter la douleur de loin. Il peut penser que la pudeur est la meilleure manière d'aimer. Il peut aussi, et c'est humain, ne pas savoir comment se comporter face à la maladie d'un autre. Certains hommes sont très solides dans le succès et maladroits dans la vulnérabilité. Pourtant, Johnny ne lit pas la pudeur comme de la délicatesse. Il la lit comme une distance. Parce que Johnny, dans ces instants, revient à sa définition première de l'amitié, la fidélité, le quand, la présence. Et quand il ne la voit pas, il se dit « donc je me suis trompé ». Mais alors, la crise s'amplifie. Non seulement la crise de santé, mais la crise intérieure. Celle où vous recomptez vos proches, où vous réalisez que la gloire vous a offert 1000 relations, mais que les vraies présences sont rares. Et là, Johnny souffre en silence. Il ne fait pas de scène, il ne règle pas ça en public. Il garde, il endure. Et ce qu'il endure devient une forme de rupture. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement l'absence. C'est la sensation d'être devenu un sujet délicat, un ami compliqué. Comme si l'homme qui a porté des stades devait soudain s'excuser d'être fragile. Pour Michel Sardou, de l'autre côté, il y a aussi une crise. Une crise différente, plus froide, mais réelle. Celle du malentendu qui s'installe et vous échappe. Sardou n'aime pas qu'on lui impose des obligations émotionnelles. Il n'aime pas le chantage affectif, même involontaire. Il peut se dire « je ne vais pas me mettre en scène autour de la maladie de Johnny ». Il peut refuser que l'amitié devienne une cérémonie. Il peut même penser qu'il protège Johnny en restant discret. Mais alors, cette discrétion devient, aux yeux de Johnny, une gifle invisible. Et c'est ici que l'on touche au cœur de la rupture, l'absence de langage commun. Il ne parle pas la même langue de la tendresse. La crise, ensuite, fait de travail que le temps fait toujours. Elle radicalise, elle oblige à choisir. On choisit de s'approcher ou de rester à distance. On choisit de parler ou de laisser le silence faire sa loi. Chez Johnny, le silence devient lourd. Ce n'est plus un silence élégant, c'est un silence chargé. Un silence qui ressemble à une phrase qu'on n'ose pas dire. « Je t'attendais ». Et plus le temps passe,
plus la rupture devient difficile à réparer, parce que la réparation exigerait une confession. Et eux, ils ne se confessent pas. Ils sont de cette génération où l'on préfère se taire que de demander, où l'on préfère plaisanter que de dire « j'ai eu mal ». Alors, la crise n'est pas une explosion, c'est un effondrement discret. Et quand plus tard Johnny regarde derrière lui, il ne compte pas seulement les chansons, il compte les absents, les présents, les demi-présents. Et dans cette comptabilité intime, l'amitié avec Michel Sardou apparaît comme une grande histoire inachevée, pas forcément parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle n'a pas su survivre à l'épreuve la plus simple et la plus cruelle, être là quand la lumière baisse. Après une crise, on ne revient jamais comme avant. On revient autrement, parfois plus solide, souvent plus méfiant. Et dans le cas de Johnny Hallyday et Michel Sardou, l'après n'a pas été une reconstruction spectaculaire. C'est plutôt une vie qui continue, avec un vide précis, à un endroit précis. Johnny, après la tempête, garde ce réflexe qu'il a toujours eu, remettre la scène devant tout. Travailler pour ne pas sentir, partir en tournée pour ne pas s'arrêter, se réinventer pour ne pas se laisser rattraper. Chez lui, la musique n'est pas seulement un métier, c'est un système respiratoire. Quand le moral vacille, il chante. Quand la solitude menace, il remplit une salle. Et quand une amitié se fissure, il préfère souvent l'engloutir dans l'action plutôt que de la regarder en face. Mais alors, à quoi ressemble une vie après, quand un ami n'est plus vraiment un ami sans être devenu un ennemi? À une suite de moments où l'on fait comme si. On croise des gens, on évite certains sujets, on esquive les noms. On apprend à ne plus compter sur une présence. On s'habitue à l'idée qu'il y a des relations qui existent, mais qui ne réchauffent plus. Johnny n'a jamais aimé les amitiés tièdes. Il a besoin d'intensité, même douloureuse. Et l'intensité, quand elle disparaît, laisse une sensation de trahison, même si personne n'a voulu trahir. C'est là toute la violence des liens cabossés. Ils ne sont pas cassés, ils sont incomplets. Et l'incomplet chez Johnny est insupportable. Alors il se protège, il se recentre sur son cercle, il s'appuie sur ceux qui, à ses yeux, ont prouvé quelque chose. Et il continue d'avancer avec ce mélange de force et de fragilité qui fait sa légende. L'homme semble invincible, mais il se sent souvent menacé de l'intérieur. La tempête passée n'efface pas la peur, elle la rend plus intime. De son côté, Sardou vit l'après de manière plus sèche, plus rationnelle. Il est de ces hommes qui acceptent les pertes relationnelles comme des accidents de parcours. Il peut penser qu'une amitié n'a pas besoin d'être dramatisée. Elle a existé, elle a compté, et si elle se dégrade, c'est la vie. Il peut même se convaincre qu'il n'y a pas de faute, juste une incompatibilité de tempérament. Et quand on raisonne ainsi, on ne cherche pas forcément à réparer. On constate. Pourtant, même chez Sardou, il reste quelque chose, une forme de respect intact. Parce que la grandeur de Johnny ne se discute pas. On peut être en désaccord, on peut être blessant, on peut être distant, mais on ne peut pas nier l'impact. Sardou le sait. Et il y a, dans certaines de ses phrases publiques au fil des années, cette ambivalence typique. L'admiration et la réserve, la tendresse et le sarcasme. Comme s'il ne voulait pas se laisser attendrir complètement. Mais alors, c'est là que l'après devient dangereux. Parce que chacun interprète l'autre à travers son propre filtre. Mais alors, c'est là que l'après devient dangereux. Parce que chacun interprète l'autre à travers son propre filtre. Johnny, voyant Sardou continuer sa vie, parler, plaisanter, garder son style, peut-il lire une indifférence? Il n'a même pas été touché. Sardou, voyant Johnny se refermer, s'entourer, ne pas appeler, peut-il lire une fierté agressive? Il boude. 2 lectures, 2 erreurs possibles. 2 solitudes qui se répondent, sans se parler. Et ce qui aurait pu être une simple distance devient un récit intérieur. Un récit que chacun se raconte. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a voulu dire. Or, dans les amitiés, les récits intérieurs sont souvent plus destructeurs que les faits. Après la tempête, il y a aussi la mémoire. Johnny est un homme qui vit avec les souvenirs comme avec des chansons. Ils reviennent sans prévenir. Une phrase d'avant, un rire partagé, une nuit de tournée, un dîner où l'on s'est compris sans parler. Et cette mémoire peut devenir une douleur. Comment a-t-on pu en arriver là? Sardou, lui, gère la mémoire différemment. Il la tient à distance, il la classe, il l'ironise parfois. C'est sa manière de ne pas se laisser envahir. Mais face à quelqu'un comme Johnny,
ce mécanisme peut passer pour de la froideur. Pourtant, l'après n'est pas seulement une période d'éloignement. C'est aussi une période où les occasions de rapprochement existent minuscules, discrètes, presque invisibles. Un message transmis par un ami commun, une phrase dans une interview, un compliment glissé à demi-mot, parfois même un silence moins dur. Ce sont des signes faibles, mais dans des relations abîmées, les signes faibles sont déjà une forme de mouvement. Et Johnny, à mesure que le temps se resserre, change. Il se fatigue de l'orgueil, il se fatigue des tensions inutiles, il commence à voir autrement, pas forcément à pardonner tout, mais à comprendre que les gens aiment comme ils peuvent, pas comme on voudrait. C'est ce glissement-là qui prépare la suite, la révélation. Parce qu'après la tempête, on ne cherche plus à gagner, on cherche à être vrai, on cherche à dire enfin ce qui a pesé pendant des années. Il y a un moment où l'on ne joue plus la légende, plus le ça va, plus le rôle du dur. Il y a un moment où l'on regarde sa vie comme on regarde une route derrière soi, et l'on comprend que certaines choses resteront tordues si l'on ne les redresse pas, ne serait-ce qu'avec une phrase. C'est là que Johnny Hallyday brise le silence. Pas pour régler des comptes, pas pour humilier, mais parce qu'il est fatigué de porter un non-dit comme une pierre. Et parce qu'à 74 ans, quand la voix a déjà trop crié et que le corps commence à limiter le reste, l'orgueil devient un luxe inutile. Il le dit lentement, avec cette retenue presque surprenante chez lui, comme s'il mesurait chaque mot pour ne pas trahir ce qu'ils ont été. Johnny ne prononce pas une accusation, il prononce une douleur. Avec Michel, on s'est aimé comme des frères qui ne savent pas se le dire. Et parfois, les frères se blessent sans s'en rendre compte. Puis il s'arrête. Il laisse un blanc. Ce blanc-là, on le sent. Parce que Johnny n'a jamais aimé les explications. Johnny a toujours préféré les gestes. Or là, il n'y a plus de gestes possibles. Il ne reste que la parole. Et la parole, chez lui, est rare, donc précieuse. Il poursuit, presque en chuchotant, comme s'il confessait quelque chose qui lui coûte. J'ai attendu un signe. Je ne parle pas d'un grand truc, juste un signe, une présence, un mot simple. Et je ne l'ai pas senti. Ce n'est pas une condamnation. C'est une photographie intérieure. Johnny parle de sensations, pas de preuves. Et c'est précisément pour ça que c'est bouleversant. Parce qu'on ne peut pas contester une sensation sans nier l'émotion de l'autre. Mais alors, il ajoute une nuance qui change tout. Je sais qu'il est comme ça. Michel, il n'est pas démonstratif. Il a sa pudeur à lui. Moi, j'ai la mienne aussi. Sauf que la mienne, elle fait du bruit sur scène. Une phrase, et tout se recadre. Johnny reconnaît qu'il n'avait pas le même langage. Il ne dit pas « il m'a trahi », il dit « on ne s'est pas compris ». Et ce déplacement est essentiel, parce qu'il ne cherche pas à faire de Sardou un coupable, il cherche à raconter une vérité plus complexe. Deux hommes adultes, célèbres, orgueilleux, blessés, qui se sont perdus à cause d'un malentendu émotionnel. Et là, Johnny va plus loin. Il ose dire ce que, pendant des années, il a gardé pour lui. Le truc, c'est que moi, quand je tiens à quelqu'un, j'ai besoin d'être sûr que je peux compter dessus quand ça va mal. Sinon, je me ferme. Et quand je me ferme, c'est fini, parce que je sais plus revenir. Ce qu'il avoue ici, c'est sa propre responsabilité, sa manière de couper, sa manière de punir sans le vouloir, le silence comme arme, mais aussi comme protection. Johnny, à cet instant, ne se présente pas comme une victime parfaite. Il se présente comme un homme cabossé, avec des réflexes de survie. Puis il lâche cette phrase, celle qui ressemble à un aveu de fin de parcours. J'aurais dû l'appeler. J'aurais dû lui dire « tu m'as fait mal ». Au lieu de ça, j'ai laissé le temps décider à ma place. Ce n'est plus seulement une révélation sur Sardou. C'est une révélation sur Johnny lui-même, sur sa difficulté à demander, sur son exigence affective, sur sa peur d'être abandonné. Et surtout, sur cette réalité cruelle. Quand on est Johnny Hallyday, tout le monde croit que vous êtes entouré. Mais l'entourage n'empêche pas la solitude. Mais alors, pourquoi le dire à ce moment précis? Parce qu'il sent que la vie ne lui laissera pas toujours l'occasion. Parce qu'il ne veut pas que cette amitié finisse dans une légende fausse, dans un « ils se sont fâchés » paresseux. Il veut que ce soit écrit autrement. Ils se sont aimés, ils se sont ratés, ils se sont manqués. C'est plus humain, plus vrai. Il prononce enfin une dernière phrase, presque comme une main tendue, mais sans lyrisme. Je lui en veux pas comme on en veut à quelqu'un qui vous a voulu du mal. Je lui en veux comme on en veut à quelqu'un qui comptait. C'est pas pareil. Et dans cette phrase, il y a tout. La blessure, l'attachement, la contradiction.
La preuve que l'amitié existe encore, même abîmée, parce que l'indifférence, elle, ne fait pas mal. Johnny ne cherche pas à obtenir une réponse publique. Il sait que Sardou ne fonctionnera pas ainsi. Mais il laisse une porte minuscule. Et il choisit, enfin, de ne plus être prisonnier du silence. Ce qui reste, après une grande amitié, ce n'est pas la version officielle. Ce sont des détails, un rire dont on ne sait plus la date, une phrase qu'on répète encore, sans l'avouer. Et cette sensation étrange, on peut être loin de quelqu'un et continuer à le porter. Johnny Hallyday, à la fin, ne cherche plus à trancher. Il ne cherche plus à prouver. Il n'a plus l'énergie de fabriquer une posture. Il reste ce qu'il a toujours été, derrière la scène. Un homme qui a aimé trop fort, qui a voulu être aimé clairement et qui s'est parfois trompé de méthode pour le demander. Michel Sardou, lui, demeure fidèle à lui-même. Même quand la vie se resserre, il ne devient pas soudain sentimental. Il ne transforme pas les regrets en spectacle. Il n'est pas de ceux qui se mettent à genoux devant la caméra. Il peut dire le respect, parfois avec un mot sec. Il peut reconnaître l'importance, sans faire de poésie. Ce n'est pas de la froideur, c'est un style de survie, une manière de rester debout. Et c'est peut-être là précisément que leur histoire trouve son sens. Ils ont été amis malgré leurs langues différentes. Johnny parlait avec le cœur à vif, Sardou parlait avec une carapace. Johnny attendait des gestes, Sardou offrait des mots, souvent déguisés en ironie. Aucun n'a totalement su traduire pour l'autre, mais pendant longtemps, l'admiration a fait office de traduction. Jusqu'au jour où l'admiration ne suffit plus à réparer ce que la fatigue et la vie ont fissuré. L'épilogue d'une amitié cabossée n'est pas toujours une réconciliation. Parfois, c'est seulement une compréhension tardive. Et cette compréhension a une valeur immense. Elle transforme la rancune en lucidité. Johnny, en brisant le silence, n'a pas cherché à condamner Sardou. Il a cherché à déposer un poids, à dire « je ne veux pas emporter ça avec moi ». Parce qu'il y a des choses qu'on ne règle pas à coups de chansons. Il y a des choses qu'on ne règle qu'en acceptant l'imperfection des liens. Dans son récit, Johnny laisse apparaître une vérité simple, presque banale, mais que l'on oublie trop facilement. Les amitiés ne meurent pas toujours d'un grand drame. Elles meurent d'un manque de traduction, d'un ami qui attend et d'un autre qui ne sait pas répondre, d'une blessure qui n'est jamais formulée et donc jamais soignée. Alors, que devient Michel Sardou dans cet épilogue ? Il devient, malgré lui, le miroir d'une question plus vaste. Est-ce qu'on doit aimer comme l'autre en a besoin ou seulement comme on sait aimer ? Sardou aime à sa manière. Discrète, parfois maladroite, souvent pudique, Johnny avait besoin d'autre chose, plus directe, plus charnelle. Et si leur amitié s'est abîmée, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu du mépris ou de la mauvaise foi. C'est parce que l'un et l'autre ont protégé leur fierté, jusqu'à ce que la fierté prenne toute la place. L'épilogue, c'est aussi ce que le public projette. Parce que la France aime les duos, les réconciliations, les finales propres. Elle voudrait une scène où l'on s'embrasse, où l'on pleure, où l'on conclut. Mais la vie ne conclut pas toujours. La vie laisse des phrases en suspens. Et ces phrases en suspens deviennent, parfois, un héritage plus profond que les certitudes. Elles nous rappellent que les légendes ne sont pas des statues. Elles sont faites de failles, de maladresses, d'attentes et de regrets. Johnny, au fond, ne demande pas qu'on le comprenne. Il demande qu'on entende, qu'on accepte qu'un homme aussi immense puisse avoir été vulnérable pour des choses qui semblent petites. Une absence, un mot, une présence qui n'est pas venue au bon moment. Et Michel Sardou, même sans répondre, reste là, en creux, comme une silhouette essentielle de cette histoire. L'ami qui comptait assez pour faire mal, l'ami qu'on n'efface pas, même quand on s'éloigne. Parce qu'il y a des liens qui ne s'arrêtent pas, ils se transforment en mémoire. Et puis, la vie continue. Les chansons restent, les interviews se revoient, les archives tournent, les gens commentent, choisissent un camp, inventent des explications. Mais la vérité est souvent plus simple, plus triste, plus humaine. Deux hommes se sont aimés, ils se sont manqués, et ils n'ont pas su se retrouver à temps. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.